ramène il y a 40 ans. C'est Jean de Dieu, l'architecte des monuments historiques, qui a fait un rapprochement inouï, inattendu du reste, de penser que je pouvais faire des vitraux dans une abbaye cistercienne. C'était, me semble-t-il, d'autant plus audacieux que je n'ai jamais fait de vitraux. Je ne sais pas dessiner, je n'ai pas d'approche classique, j'étais autodidacte et j'ai toujours travaillé avec des objets de récupération et donc j'ai eu l'audace de penser qu'il fallait tenter l'aventure. C'est une question de rencontre. Et cette rencontre a été exceptionnelle. Je n'ai pas oublié le moindre moment de ces journées-là. C'était le matin assez tôt. Quand je suis rentré dans cette maison, mais je n'avais pas fait 3 pas à l'intérieur, je me dis mais c'est lui qui doit faire ces vitraux, quoi. C'était à la Selle Saint-Cloud. Ça ressemblait à une sorte de blocos, mais pas un blocos agressif. C'était un endroit assez magique, quoi. Tout était en carreaux de céramique blanc, à joint noir, qu'on connaît aujourd'hui, hein. Et moi, là, j'ai dit, c'est le règne du carré, quoi. C'est évident, quoi. Donc, c'est Noirlac. Les monuments cisterciens, c'est la base même du carré. Un côté représente la largeur, un côté représente la longueur, un côté représente la hauteur, et le 4e côté représente le temps. Et je trouve ça formidable comme définition, quoi. Voilà. Et la base même du plan de Noirlac, c'est le carré. J'ai compris que ce que Jean avait ressenti dans ce lieu, qui était un lieu qui annonçait la couleur, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, malgré que ce soit blanc, hein. Mais ce lieu qui était assez carcéral, mais en même temps avec une chair humaine. Je ne dis pas une humanité, parce que je ne me prends pas pour quelqu'un qui veut jouer la carte de l'humanité, mais un vécu sensible. Et dans le fond, Jean a donc fait un rapport de cause à effet, comme ça, entre ma sensibilité et avec Noirlac. Quand on a cité mon nom au monument historique, je ne veux pas dire qu'on a ricané, mais c'était pas loin de ça, parce que je ne représentais pas, si vous voulez, la noblesse de l'art. J'étais, encore une fois, un autodidacte, quelqu'un qui, oui, qui s'était fait reconnaître à New York et ailleurs, mais qui, en même temps, n'était pas pris au sérieux, si vous voulez, par les personnes sérieuses. On pensait que le bâtiment n'avait pas à supporter des expériences contemporaines. J'ai dû avoir un aplomb suffisant puisque j'ai commencé à faire un projet, un seul du reste. Je l'ai proposé et j'ai dit c'est celui-là où je m'efface. J'ai tout de suite compris que je ne voulais pas faire du réno, entre guillemets, dans un lieu qui n'avait pas besoin de moi, du reste. Je voulais simplement voir s'il était possible de rencontrer ce lieu à travers ma sensibilité et à travers la sensibilité de ce lieu. Et c'est, à mon avis, là où la greffe a pris. Ensuite, ça s'est poursuivi par une rencontre avec Jean-Pierre Reynaud à Noirlac, sur la demande de Jean de Dieu, qui un jour m'a téléphoné, qui m'a dit écoutez, si vous voulez, Reynaud vient tel jour, si vous êtes libre, vous venez, on parlera un petit peu de tout ça. Et la rencontre a eu lieu à Noirlac, et je pense que là il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'à tous les 3, il y a eu un courant qui est bien passé. Moi je connaissais le travail de Reynaud, et puis on a sympathisé, et puis de Dieu a dit on va commencer. À partir de là, on a commencé à faire un peu des premiers échantillons. Jean-Pierre Reynaud est venu à l'atelier, on a regardé un peu les verres, ce qu'on pouvait faire, et puis ça a démarré comme ça. Tout ce projet sur Noirlac s'est fait aussi dans un lieu très particulier. Moi, j'ai fait tous les dessins, j'ai fait tout ce projet sur Noirlac dans ma maison en carrelage. Je vivais seul dans cet endroit pendant 23 ans quand même. J'étais jeune, j'avais 25 ans, 30 ans. J'ai donné 23 ans de ma vie, entre guillemets, les plus belles années, vous voyez, le moment où plutôt on a envie de courir à l'extérieur. Je me suis enfermé pour
me chercher. J'attendais de ce lieu qu'il m'apaise, qu'il me donne de la créativité, qu'il soit positif et tout ça, en tous les cas, qu'il soit comme une pile d'énergie et qu'il puisse me donner du positif. Et c'est dans cet état d'esprit qu'arrive cette commande pour Noirlac. Je n'avais pas de connaissances sur l'art cistercien, comme tout le monde, j'avais les bases, ce qui veut dire que je savais que c'était un art qui était très dépouillé. Et c'est pour cette raison aussi qu'on venait vers moi, puisque je faisais quand même un travail qui était très dépouillé. Le silence était important, la lumière était importante, et puis cette austérité des lignes aussi, puisque dans la maison, le carrelage, c'est quand même des lignes noires, des joints noirs avec des carrés blancs. Là, c'était faire la trame qui me paraissait faire ce grillage, ce maillage en quelque sorte, cette distance dans le fond pour créer la distance avec le monde extérieur qui était suffisamment sublimé, suffisamment équilibré, suffisamment harmonieux pour qu'il y ait quelque chose qui me paraissait de l'ordre de la beauté entre moi et le monde extérieur. Et à Noirlac, c'est bien de cela qu'il s'agit. On sent bien que le dépouillement est absolument nécessaire. Si quelqu'un rentre dans l'église sans rien savoir de l'histoire du vitrail, évidemment, il ne se posera pas de questions. Mais si vraiment vous connaissez un peu l'art contemporain, fatalement, vous verrez que d'une fenêtre à l'autre, il y a des modifications, il y a des changements. Au fur et à mesure qu'on rentre dans l'église, la lumière augmente. Les vitraux deviennent de plus en plus lumineux jusqu'au cœur. Bon, c'est un peu normal, la lumière divine, c'est le cœur, quoi. Donc, elle est l'expression même de la lumière divine quand on arrive au cœur. Alors, la lumière extérieure, si vous voulez, c'est évidemment avec lequel j'ai joué beaucoup, parce que, dans le fond, c'est la vie, c'est les saisons, c'est la lumière, c'est même la pluie, c'est les accidents, choses qui bougent, la vie dans le fond comme je l'entends, la vie à l'extérieur de mon espace. Mais le quadrillage, si vous voulez, la fermeture en quelque sorte, même si elle est transparente, elle est pour moi un maillage qui me permet de montrer qu'il y a un dedans et un dehors. Les grilles se superposent mais avec des décalages. Donc il n'y a jamais deux pièces exactement de la même largeur, puisqu'à chaque fois, il y a un décalage qui fait que, malgré que ce soit des carrés, la partie de carré d'un côté va augmenter dans l'autre, et encore en plus, encore à chaque fois, et dans les deux sens. Reynaud m'a demandé s'il existait un verre blanc. Il essayait de trouver un verre opaque, et il a voulu que toute la bordure soit dans ce ton-là, pour marquer le contour de la baie, finalement. Pour Jean-Pierre, c'était la base même de son histoire du vitrail, quoi. Il a dit ça, pour moi, c'est le détail qui fait que dans la vie, tout tient à un détail à un certain moment. Il avait une raison, je ne sais plus très bien comment il expliquait ça. Il me dit, mais c'est la liaison entre l'être même, c'est un peu comme les saints ont une auréole, quoi. C'est ça, c'est le transfert du corps même à la sainteté, quoi. Voilà. La sainteté, c'est la lumière, le corps même, c'est la pierre, quoi. Voilà. Il y a une liaison, et la liaison, c'est le verre blanc. La bordure blanche a été le grand conflit, parce que c'était, ça se signalait un peu comme l'apport de la modernité, ou comme un geste incongru, ou un petit peu comme l'abus de l'art contemporain, si vous voulez, par rapport à un édifice. Mon intention, personnellement, c'était pas de provoquer, c'était pas de dire on va mettre ça parce que vous ne le voulez pas. C'est simplement que je cherchais un blanc qui soit une présence intermédiaire entre la pierre, qui est chaude, et le vitrail, qui est quand même chaud ou froid, mais enfin, je veux dire quand même, on est quand même assez dans le froid. Et cet intermédiaire
il fallait quand même le trouver, il fallait l'apporter. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé si c'était un verre noble ou pas noble. Ça m'a paru la solution un petit peu presque médicale au projet. Personnellement, moi, je suis convaincu que le vitrail doit être au service de l'architecture et non pas venir en avant de l'architecture. Donc, à partir de là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et particulièrement dans un édifice cistercien. C'est-à-dire qu'il y a une architecture qui a un contenu spirituel particulier et très fort, et si on commence à mettre des vitraux qui viennent en avant et qui sont là pour être vus pour eux-mêmes, on casse toute l'harmonie, c'est-à-dire qu'on casse tout l'esprit. Et ces vitraux-là sont finalement assez complexes dans la construction, mais ils ont la sobriété qui permet à l'édifice de se révéler correctement par rapport à l'esprit. Enfin, je pense que, de ce côté-là, je pense que ça s'est réussi pour ça. Oui, et c'est ce que disait Cocteau à propos des vitraux. Il disait: un vitrail ne doit pas être comme un personnage qui parle haut dans l'église. Ce qui me paraît très important, c'est que j'ai quand même fait des vitraux dans l'église cistercienne en étant quelqu'un de complètement athée. Et on attend quand même, en général, d'une personne qui va se mettre au service d'un lieu, d'apporter la même spiritualité. Et moi, je pense que ma force, c'est certainement d'être arrivé désarmé et d'être dans un état de fraîcheur et presque un peu, entre guillemets, de pureté, comme ça, car je n'avais pas devant mes yeux, je n'ai jamais eu de scène biblique, je n'ai jamais fait d'analogie, même au chef-d'œuvre de la peinture religieuse ou des choses comme ça. J'apportais vraiment une sorte d'innocence là, qui, à mon avis, pouvait paraître dangereux pour les gens des monuments historiques, mais qui s'est avéré quand même très positif parce que j'ai apporté un souffle aussi, j'ai apporté de l'air.